écoute aujourd'hui revient sur la diaspora qui est le creuset de la littérature africaine avec deux invités qui connaissent très bien ce que c'est que la littérature puisqu'ils sont au moins auteurs. On va les recevoir ensemble. Ferdinand Maïga, bonjour. Bonjour. Et Lydie. encore que quand je dis Ferdinand Maïga, qui veut dire bonjour en langue bassa du Cameroun, je ne devrais pas rajouter bonjour derrière. Ferdinand Maïga. Vous êtes chercheur en études diasporiques, spécialiste de la diaspora africaine. Spécialiste de la diaspora africaine, vous êtes auteur, vous êtes journaliste. Voilà. Et avec nous, fraîchement arrivé du Congo il y a seulement quelques heures, c'est Huguette Nganga. Alors Nganga veut dire sorcier, vous n'êtes pas sorcière, rassurez-nous. Si, Aussi, vous êtes sorcière, nous voilà bien pendant 26 minutes, alors ne nous en voutez pas complètement. Vous êtes auteur, Huguette, et vous serez présente au Salon du Livre. J'ai entre les mains quelques-uns de vos ouvrages. Vous passez votre temps à écrire Rêve d'ailleurs aux éditions Édilivre, Compilation réelle en son temps aux éditions Édilivre, Thérapie aux abords du quai, et puis L'envers du décor. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que nous disions que Paris, l'Europe, la France est le creuset de la littérature afro-caribéenne? Oui, non. mais certainement, parce qu'avec le rendez-vous qui arrive, donc du 20 au 23 à Paris, le Salon du Livre, je pense que ça peut dire quelque chose sur cette thématique. C'est l'occasion d'en attester? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis là pour ça, donc j'en profite de passer sur ce plateau pour parler des livres. Pour parler des livres et pour parler aussi de l'apport des femmes dans la littérature, j'ai entre les mains aussi, Ferdinand, un gros pavé de 400 pages au moins, les intellectuels africains au Canada. Il y en a, hein, quand on voit le nombre de pages. Y a-t-il des intellectuels dans cet ouvrage ou pas du tout? Je pense qu'il y a des intellectuels. Je pense qu'il y a des intellectuels. Déjà, chacun peut avoir sa définition de ce que c'est que l'intellectuel. Mais je reste sur la vôtre. Est-ce que les femmes sont présentes dans cet ouvrage? Oui, il y a des femmes dans cet ouvrage. Parce qu'on a besoin des femmes pour le développement. Le développement, c'est un phénomène global. C'est l'ensemble des modifications, des transformations qualitatives qui favorisent l'amélioration des conditions d'existence. Et je pense que la femme a son rôle à jouer dans l'équation complexe du développement, notamment du continent africain. Huguette Nganga va nous dire si elle est d'accord avec cela. Est-ce que par la littérature, les femmes peuvent vraiment apporter leur empreinte et changer la donne? Oui, bien sûr. Bon, là, on est devant un ouvrage qui est scientifique, hein. La littérature, elle est diverse. Des fois, on écrit de la fiction, mais une fiction ne sort pas du néant. Ça part toujours de quelque chose. Et puis après, on peut broder autour, on peut grossir les traits, mais ça part toujours de quelque chose. Et je pense que la femme apporte sa part. Hein. Pour moi, femme, homme, c'est pas, on ne se bat pas. Hein. Chacun apporte ce qu'il est capable d'apporter pour que le monde aille de l'avant. Et je pense que oui, les femmes apportent leur touche dans la littérature et ça peut être intéressant de lire les femmes, même si je ne dis pas que parce qu'on est femme, on écrit d'une certaine manière. Je dis juste qu'en tant que personne, femme, on apporte quelque chose, bien sûr, dans la littérature et qui peut aussi enrichir le monde. Vous étiez, Huguette, en 2009, hein, c'était il y a longtemps, sur ce plateau déjà. Alors, à ce moment-là, vous étiez rwanaise. Vous êtes partie vous installer au Congo. Est-ce que c'est sans regret par rapport à la dimension de l'écriture? Et quand nous intitulons ce sujet Paris ou diaspora, le carrefour de la diaspora littéraire, est-ce que ça n'est pas en décalage avec ce que vous auriez pu faire étant ici, alors que maintenant vous êtes là-bas? Mais je pense que j'ai besoin des deux mondes. Le monde de là-bas au Congo, à Pointe-Noire, où je travaille depuis bientôt 6 ans. Et puis le monde d'ici, la preuve, je suis partie et je reviens pour parler de ce que j'ai fait entre-temps. Donc quand je suis partie de la France, je n'avais que Rêve d'ailleurs, L'envers du décor, quand je suis partie de... Et depuis, j'ai écrit 3 livres. Donc je me dis, au bout de ces années, j'ai écrit et me voilà à revenir ici parce que je pense que le Salon du Livre, c'est un rendez-vous qui est très intéressant pour nous qui travaillons là-bas, de venir dire, ben voilà, on a écrit entre-temps et je voudrais partager avec ceux qui vivent. Et pour moi, je pense que en étant là-bas, c'est toujours bien de revenir. C'est sans regret d'être parti parce que là-bas aussi, je fais beaucoup de choses. Et en même temps, je dis, c'est bien de revenir pour rencontrer d'autres personnes et ne pas se ghettoiser ou se cloisonner
c'est important qu'il y ait ces échanges, ces mélanges. Et pour moi, ce rendez-vous est très intéressant. Alors, nous allons reparler de ces beaucoup de choses que vous faites. Mais tout de même, Ferdinand, on dit Paris, carrefour de la littérature africaine, mais est-ce que c'est vrai seulement pour Paris? Finalement, vous vivez au Canada, les diasporas, toutes les diasporas sont nombreuses là-bas. Est-ce que finalement, Paris est un endroit privilégié quand on sait que le Canada aussi est une mosaïque de culture? Ces diasporas-là ne trouvent-elles pas une meilleure tribune d'expression là-bas? Oui, les diasporas trouvent aussi une meilleure tribune d'expression là-bas. Mais toujours est-il que Paris a une position importante en Europe. Et compte tenu du fait que lorsqu'on parle de Paris, on parle de l'espace francophone et on sait le rôle que joue la France dans cet espace-là. Donc il est toujours normal que, même si on est au Canada, n'est-ce pas, qu'on vienne à Paris pour publier, éventuellement rencontrer d'autres auteurs. C'est d'ailleurs pourquoi est-ce que cet ouvrage, par exemple, qui est un ouvrage collectif de notre centre de recherche basé à Ottawa, il est publié à Paris. Pourtant, ceux qui publient là, qui ont contribué là essentiellement sont des gens qui vivent au Canada. Donc on se dit, à Paris on peut mieux se faire comprendre, parce que Paris aussi, par le point important de la population, de la communauté diasporique africaine, il est important qu'on vienne ici, n'est-ce pas, pour se faire connaître et se frotter à d'autres auteurs. Pour parler par exemple du Salon du Livre, qui est l'un des plus importants, parce qu'il accueille quand même en l'espace de 4 jours près de 200 000 visiteurs. 200 000 visiteurs, ça fait 1200 éditeurs comme cette année, ça fait plus de 4700 séances de dédicaces, ça fait 50 pays, ça fait plus de 300 rencontres, bref, c'est important de venir. Mais alors, dans cette importance, est-ce que vous ne pensez pas que la diaspora afro-caribéenne, africaine précisément, puisse finalement être noyée dans cet univers où on sait ce que c'est qu'un salon, il y a des dispositions, il y a des places qui sont considérées comme étant les meilleures. Où va-t-on retrouver cette diaspora-là? A-t-elle vraiment pignon sur rue? Fait-elle, pignon sur rue, pignon sur salon, fait-elle se déplacer son lectorat? Voilà autant de questions qu'on peut se poser. Mais je ne pense pas que on peut dire qu'on va être noyé, non. Parce que c'est quand même un endroit précis. Et chacun, en allant au salon, sait où il va. Hein, chacun fait un peu de la promotion autour des stands. Par exemple, moi, je serai sur le stand des livres et des auteurs du bassin du Congo, qui est quand même connu. Donc, il y aura des gens qui iront là en se disant, je vais me diriger vers ce stand-là pour rencontrer des auteurs spécifiques. Et je ne pense pas qu'on sera noyé parce que c'est aussi ça la beauté de ce salon. Chacun vient avec sa particularité. Et ensemble, on essaie de faire des choses ensemble. Et aussi, on va en se disant, je vais aller à tel endroit pour rencontrer telle personne dans tel but. Et je ne pense pas qu'on soit noyé. Parce que si on n'est pas important, on ne vous invite pas à un tel salon. À quoi bon occuper des places pour rien? Quelles sont vos attentes dans un cadre comme celui-là? Alors moi, mes attentes, c'est d'abord de me faire rencontrer des lecteurs qui ne me connaissent pas. Parce que quoi qu'on le dise, il y a beaucoup de gens qui écrivent et on n'est pas nécessairement le plus important. Et être sur cet espace, c'est rencontrer des gens qui viennent vous découvrir. On ne sait pas qui je suis, mais le fait d'être là, il y a des gens qui vont venir vers moi, discuter. Et aussi d'écouter les gens qui vous parlent. Parce que nous, souvent, ceux qui écrivent sont solitaires. Et on n'a pas toujours l'habitude d'écouter les gens. Et le fait que les gens vous posent des questions, qu'ils prennent votre livre, que vous discutez, ça vous permet de vous ouvrir. Mais aussi, pour moi, c'est de rencontrer des éditeurs. Hein, parce qu'en Afrique, on n'a pas d'éditeurs. Au Congo, il n'y a pas d'éditeurs. Et c'est toujours difficile. Vous voyez, là, j'ai publié 4 dans une maison d'édition qui est en France. Et pour moi, le but, c'est de rencontrer des éditeurs, parler avec eux, découvrir quelles sont leurs spécialités. Peut-être que ça peut m'intéresser, mais eux aussi, que j'attire l'attention vers moi. Mais au troisième, je pourrais dire, troisième bénéfice, c'est de rencontrer d'autres auteurs avec lesquels on va discuter, échanger. Je veux ajouter quelque chose. C'est très important un salon comme ça, puisque en dehors du fait que les auteurs
ont l'opportunité, n'est-ce pas, de rencontrer des éditeurs, de rencontrer, n'est-ce pas, des lecteurs. C'est aussi l'occasion comment je veux dire, de favoriser la culture du livre. On sait que dans ces pays, la culture du livre est assez développée, mais peut-être que ceux de la diaspora africaine qui sont ici, qui viennent là-bas, ça peut-être aider les jeunes, n'est-ce pas, de cette diaspora-là, à prendre conscience que le livre, c'est important, la lecture, c'est important. Vous savez, un grand romancier français, Daniel Pennac, dit de la lecture qu'elle n'offre à l'homme aucune explication définitive sur son destin, mais tisse un réseau de connivence entre la vie et lui. Moi, je dis souvent que la véritable valeur de la lecture ne se mesure que par rapport à sa contribution à l'épanouissement de la personne humaine. Donc, c'est très important que les gens viennent et qu'ils prennent conscience de l'intérêt du livre, de la lecture. Moi, je me rappelle qu'à l'âge de 10 ans, c'est avec mon argent de beignet que j'ai pu aller m'inscrire pour la première fois au Centre culturel français de Douala. Ça faisait beaucoup de beignets, là. Beaucoup de beignets. Lorsqu'on part de Neubel, un grand sacrifice de beignets. Un grand sacrifice lorsqu'on part de Neubel, tu sais, pour marcher à pied, en plus pour aller à Bounandio. Et de prendre conscience qu'il faut aller s'inscrire au Centre culturel français, puisque c'était le seul lieu où il fallait lire. Et jusqu'à mon départ au Canada, j'avoue que j'étais l'un des plus anciens, avec plus de 17 ans d'ancienneté. Mais alors, qu'est-ce qui vous donne envie, à ce moment-là, plutôt que de manger immédiatement des beignets avec les copains, de collectionner ces pièces et d'aller s'inscrire? D'où vient ce désir? Je ne peux pas, je dirais pas que, je ne sais pas s'il faut dire que c'est congénital, je ne dirais pas ça forcément, puisque je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui ont pu aller à l'école, même s'ils ont voulu aller à l'école. Peut-être qu'il y a que, étant Benjamin, j'ai eu des aînés qui aimaient l'école et que je voyais s'intéresser à la lecture, mais peut-être c'est aussi naturel, hein? Chacun vient avec ses dons, ses talents, et puis cet intérêt pour la lecture. Moi, très tôt, par exemple, j'avoue qu'à plusieurs reprises, des ophtalmos m'ont dit, en plus tu lis beaucoup, et tant que tu vas tellement lire, tu ne prends pas le temps de te reposer, ton mal Dieu, ta myopie ne va pas. Donc, mais je ne peux pas, parce que c'est le physicien Jean Charpak, un physicien français, qui disait que la physique c'est comme une drogue. Lorsqu'on s'y intéresse, il est difficile de s'en débarrasser. Je dirais que la lecture aussi pour moi, c'est comme une drogue. Lorsqu'on s'y intéresse, il est difficile de s'en débarrasser. Mais les addictions, mon cher Ferdinand, ne sont pas ce qu'il y a de mieux indiqué. Toute addiction n'est pas bonne. Alors, on va parler de ce que vous faites par ailleurs au Congo, donc vous vivez à Pointe-Noire exactement. Vous parliez de radio communautaire, c'est bien cela? Alors, oui, je suis journaliste de formation et donc quand je suis rentrée au Congo, je suis allée avec le projet d'ouvrir une radio communautaire à Pointe-Noire. Donc pour cela, j'ai étudié en Suisse et donc à l'époque, j'avais eu la chance de participer à un programme à Dakar. Je suis allée 2 ans pour me préparer à être journaliste dans des radios communautaires. Et je suis rentrée avec ce projet et donc la coopération suisse devait nous aider à monter cette radio. Malheureusement, je n'ai pas pu monter cette radio parce que à l'époque, jusqu'à maintenant, la réponse que j'ai reçue de la coopération, c'est de me dire que l'espace politique chez vous ne se prête pas encore à ce genre de choses, donc attendez. Et il ne vous est pas venu à l'idée d'aller dans un endroit moins inquiétant pour la coopération suisse, par exemple? Ben, moi, à l'époque, je voulais le faire chez moi parce qu'ailleurs, ils ont des radios communautaires qui fonctionnent. La preuve, quand j'ai été à Dakar, nous étions une vingtaine. Il y avait des radios au Mali, au Sénégal, il y en avait partout, mais chez moi, il n'y en avait pas. Et donc, je voulais bien que cette expérience vive au Congo. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de radio, hein. Il y a des radios de toutes sortes. Pourquoi communautaire d'ailleurs, pour que tout le monde comprenne bien? Quelle est la spécificité? La spécificité, c'est que la radio est animée par une certaine communauté qui prend le projet en main. Et donc, on n'a pas nécessairement des journalistes avec des gros diplômes. Mais ce sont des gens qui s'intéressent à la radio, qu'on forme pour prendre en charge leur radio. Et donc, c'est la communauté qui fait vivre cette radio. Et moi, je voulais d'une radio urbaine dans Pointe-Noire, qui est une ville cosmopolite. Je voyais toute la différence de communautés autour de Pointe-Noire et je voulais que cette radio appartienne à ces communautés diverses qui viennent s'exprimer autour de ce projet. Malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai essayé... Pas encore, on va dire. Oui, voilà. Mais donc, j'ai dû me battre pour me réorienter parce que j'étais allée... Vous savez, quand on quitte un endroit où on a eu ses repères hein, et qu'on arrive sur un autre et puis qu'on vous dise que là, du jour au lendemain, ce n'est pas possible, j'ai dû chercher du travail.
j'ai cherché du travail, j'ai trouvé. Donc à l'époque, j'ai travaillé comme chargée de la communication. Et puis depuis 3 ans, je travaille dans la formation professionnelle dans une entreprise de la place. Mais en attendant de mettre en œuvre ce projet qui me tient à cœur parce que je trouve que la radio, c'est un outil important dans nos communautés. Très important. J'ai peut-être ajouté quelque chose. Allez-y, je vous moi-même, prie. je fais des chroniques. Je suis chroniqueur pour la radio de l'Université d'Ottawa. Et puis, je fais des chroniques dans le cadre d'une émission qu'on appelle Afrique Plus. Régulièrement, que je sois là ou pas, comme ici à Paris, tous les samedis, je fais des chroniques. Et j'ai eu l'opportunité de travailler même dans des radios de réserve indienne au Canada. Donc des radios vraiment destinées aux communautés et tout. Et j'avoue que c'est important, n'est-ce pas, de passer le message à ces communautés-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au sein de ces communautés. Alors justement, si je vous fais parler de cette activité en devenir, c'est parce que pour ceux qui ne peuvent pas, comme vous, économiser leur argent de beignet et puis s'inscrire, ou qui n'ont pas accès à la lecture, la radio, à votre avis, la radio peut-elle tenir le rôle? On se souvient de films radiophoniques au Cameroun où on n'allait pas au cinéma, on restait à côté de son poste de radio et on entendait très bien, on se projetait dans un univers. Alors est-ce que la radio peut porter la littérature en direction d'un public qui n'a pas d'autre ouverture? Oui, je pense. Je pense que la radio peut porter, n'est-ce pas, comment je peux dire ça, la radio peut intéresser ou alors peut avoir cet avantage aussi d'informer les gens, même du monde de la littérature, parce que dans plusieurs radios communautaires, hein, j'ai vu même à l'Université de Trois-Rivières, par exemple, j'animais une émission au Québec. Toujours dans une radio communautaire, on parlait beaucoup de ces questions-là, de littérature, de diaspora. Vous avez parlé tout à l'heure de Paris Carrefour de la diaspora. Et moi, je me rappelle que j'avais une émission, Trois-Rivières, ville de culture, la diversité. C'était pour parler vraiment du carrefour de la ville de Trois-Rivières, qui est une ville au centre du Québec. Et tout. Donc, je pense qu'à travers la radio, on peut véhiculer le message, parler de nos auteurs, parler de nos hommes de lettres, parler du livre, parler... Parce que finalement, le livre reste assez sélectif et sa cible, quoi que l'on veuille dire, il faut l'acheter. Et quand on ne peut pas l'acheter, il faut l'emprunter dans une bibliothèque, mais c'est aussi un état d'esprit qui, pour l'heure, n'est peut-être pas suffisamment démocratisé. Oui, mais la radio permet de faire des petites lectures. On peut avoir des séquences comme ça de lecture d'ouvrages. Et ça fidélise, dès qu'il y a un livre qui plaît, ça fidélise les auditeurs. On va faire notre séquence. Vous disiez tout à l'heure, parce que personne ne me connaît en tant qu'auteur, lequel voulez-vous que l'on lise? Le dernier, Thérapie aux abords du quai? Thérapie aux abords du quai est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. Il va bien falloir que je tombe sur quelque chose de croustillant. Et je vais tomber sur... J'ai la main heureuse, hein, normalement, mais on va lire ce qui est derrière. Un docker lutte avec un rêve qui ne le quitte plus. Ça, c'est vous, quand vous étiez petit, vous vouliez être inscrit au Centre culturel français. Perturbé, il consulte un médecin du travail dans l'incapacité de l'aider. Le docker est licencié suite à ce problème. Une vendeuse d'arachides et de manioc bouilli, le manioc, devient la confidente du docteur. Avec elle naît une complicité conduisant la trame narrative du récit. Je ne raconte pas la fin du film, hein. Cette histoire se déroule dans un port et tout ce qui s'ensuit. Bon, allez vous chercher cela. Alors, au port. Et autobiographie? Pas vraiment, mais actuellement je travaille dans le milieu portuaire. Donc j'ai un peu observé ce qui se passe autour des ports, qui est déjà un lieu très masculin. Et puis je mets en scène une dame qui, elle va bousculer tout le monde. Pourtant, on sait pas, de prime abord, elle ne devait pas être là. Mais c'est elle qui va bousculer tout le monde et qui est un peu le fil rouge, la marionnettiste, c'est un peu elle. C'est elle qui tire les ficelles. Voilà. Alors, autre lecture, mais on va dire que le port est un environnement masculin, mais les femmes sont nombreuses, sauf qu'elles sont au poste de vendeuses de beignets, d'arachides. Alors, on va retourner quand même dans cette afroscopie, hein, revue savante et pluridisciplinaire sur l'Afrique et les communautés noires. Bon, alors déjà, le mot savant cadre les choses. Aux éditions L'Harmattan, les intellectuels africains au Canada. On regardera combien de familles il y a dedans. On ne vous laissera pas partir sans quand même faire allégeance à cela. Petit extrait. Quelle leçon pour aujourd'hui? Qu'est-ce que le parcours de ces intellectuels nous apprend? De toute évidence, il apparaît que ces intellectuels sont des personnalités exceptionnelles.
Chacun d'eux a marqué son époque et son milieu par son engagement personnel sous forme d'écriture ou d'action politique. Et je termine le paragraphe. En ce qui concerne strictement les pères de la négritude, pas les mères, vous l'avez noté, ainsi que les prêtres noirs, c'est donc dans un contexte singulièrement hostile et obscurantiste que ces pères de la négritude vont tracer un chemin d'émancipation. Un chemin d'émancipation et de combat pour la dignité et la liberté. Ce combat, ils l'ont d'abord mené sur le terrain des idées et donc intellectuel. Alors souvent, intellectuel veut se décliner au masculin. Et pourtant, la sorcière, non, Huguette Nganga, si présent devant vous, je rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours que Nganga veut dire sorcier, c'est cela? Devant nous, eh bien, la preuve vivante que les femmes ont leur place dans la littérature et qu'elles peuvent apporter tout autre chose que ce que penseraient les hommes. Quand vous cherchez, vous êtes chercheur sur les diasporas africaines, que trouvez-vous sur cette interaction sociale entre les femmes et les hommes? Moi, je pense que on ne peut rien faire sans la femme. Ah non, pas de poésie, Ferdinand. Voyons, concrètement, que trouvez-vous? Les femmes font beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, en dehors du fait que c'est la femme qui tient le foyer, qui tient la maison, qui fait beaucoup de choses. J'avoue que sans la femme, beaucoup de choses dans nos pays n'aurait certainement pas pu avoir cette avancée jusqu'aujourd'hui. La femme, il y a des exemples. Dans le livre, il n'y en a que deux. Bon, c'est le pluriel, vous me direz. Donc, il y a Joël Palmieri qui écrit sur la pensée critique française a-t-elle disparu? Et puis, il y a Marie-Léontine Tchibinda Bilombo et Marceline Filama Tsokota, donc 3 dames. Voilà. Les 60 ans de la littérature de Congo-Brazzaville. Ça, c'était pour vous faire un petit clin d'œil. Mais enfin, quand même, 400 pages de 3 dames. Excusez-moi, la parité n'est pas de ce monde. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est la revue d'un centre de recherche au Canada. Oui. Et puis, chaque année, il y a un livre qui sort. Jusque-là, on est d'accord. Et voilà, à quel moment disparaissent les femmes? Non, les femmes ne disparaissent pas. C'est-à-dire, on attend des contributions jusqu'à une certaine période. Et si les femmes ne réagissent pas rapidement, on est obligé de voir à l'année prochaine si réagissent. Madame Nganga, vous êtes sur le plateau. Ce monsieur va-t-il partir sans votre contribution? Va-t-il repartir au Canada sans votre contribution pour ne pas que vous ne soyez pas dans le prochain Afroscopie? Si les femmes... Un peu moins de 4 minutes avant cette émission, à la fin de l'émission. Alors, mesdames qui nous regardez, vous êtes auteur. Vous écrivez, vous avez des contributions, vous pensez, vous avez un cerveau, contrairement à ce que voudraient penser les esprits chagrins. Vous pouvez, n'est-ce pas monsieur, être dans cette Afroscopie, revue savante et pluridisciplinaire sur l'Afrique et les communautés noires. Alors, je vous propose de nous écrire. Lady, vous écoutez @tdesud.com et monsieur Maïga ainsi pourra recevoir vos messages pour que le prochain Afroscopie soit quand même... Êtes-vous d'accord, Huguette? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, des fois, les femmes ne sont pas au courant, mais maintenant, maintenant, on a tout fait là. J'ai vendu ma chemise, on a tout fait. Tout à fait. Et c'est aux femmes aussi de proposer. Voilà. Parce que bon, je ne voudrais pas, Lady ne sera pas d'accord. Lady, vous savez, que je prenne parti pour un homme. Mais en même temps, je me dis, nous les femmes, il faut qu'on se bouge aussi et qu'on propose. Et si on refuse nos textes, on est... dans le droit de dire que moi j'ai proposé à tel endroit, les hommes n'ont pas voulu parce que je suis une femme. Voilà. Et puis je vais quand même dire un tout petit peu de mal de cet ouvrage, après on sera copains à nouveau, c'est que tout le monde écrit en langage très 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 compliqué. Donc mesdames, vous avez le droit d'être tout simplement simple, la vie est simple normalement, et ne rivalisez pas, comme on disait quand on était petit, en grosmologie, parce que ça n'est pas toujours utile, monsieur le chercheur. En tout cas... Est-ce que c'est un critère pour y écrire? Non, c'était ça la question. Merci Huguette. Est-ce que c'est un critère pour figurer? Non, ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère. C'est que chaque année, en décembre, nous avons un colloque à l'Université d'Ottawa. Et à la suite du colloque, il y a cette revue qui sort. Et en fonction de l'intérêt du sujet et de l'apport que... les femmes dans le monde universitaire ou dans le monde de la recherche peuvent apporter comme contribution, on est ouvert à recevoir les articles des uns et des autres. Mais sauf que si une femme est plus intéressée aux questions de femmes... C'est quoi des questions de femmes d'ailleurs? Vous parlez de moi? C'est quoi des questions de femmes? Si tu veux, ça peut être des questions, par exemple le genre, des sujets. Mais le genre, c'est des questions et de femmes et d'hommes. Voilà, mais généralement, s'il y a un thème comme celui-là,
une femme peut être intéressée, peut-être parce qu'elle est féministe, peut-être parce que c'est son thème de recherche, parce qu'on a des femmes qui sont spécialisées dans le domaine, et là, elles sont ouvertes à contribuer facilement. Et il y a d'autres sujets où peut-être que... Donc pour bien comprendre, vous avez un intitulé, le préalable c'est de participer à la conférence. Il faut déjà participer au colloque, parce que c'est le colloque du centre de recherche. Et après, vous ferez votre casting en fonction des sujets. À peu près. Non. Nous allons terminer là-dessus. Je voudrais donc rappeler que vous êtes, Huguette, au Salon du Livre et puis vous avez vos ouvrages. On espère que nos téléspectateurs et les auditeurs qui peut-être ne vous auront pas vu là-bas se souviendront quand même de votre passage dans notre émission et pourront vous écrire, alors écrit de vente sérieuse, plaisante à s'abstenir, ladyvousécoute@télésud.com et Huguette, nous vous mettrons en contact avec votre lectorat qui ne vous aura pas vu au Salon du Livre. Merci beaucoup Ferdinand pour votre passage. Revenez souvent et nous vous souhaitons très bonne lecture de ce que vous avez sous la main en ce moment. Au revoir.